Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous m'accompagnez en ce dimanche soir, il se fait tard. Dites-moi si tout est ok, niveau son, tout ça, parce que vous pouvez voir qu'on change un petit peu d'envergure des décors, de lieux de stream. Tout ceci va s'améliorer bien sûr au fur et à mesure des semaines. Je suis très content de vous retrouver. Alors, je vais évidemment le préciser, horaire un petit peu tardive pour moi, pour vous, avec bien sûr... quelques explications là-dessus, mais vous savez que je suis toujours, évidemment, bien sûr, fermement. J'ai envie de continuer à faire ce débrief Ligue 1 qui se fasse le dimanche soir tard, qui se fasse le lundi matin, midi. On sera là pour parler de cette bonne vieille Ligue des Talents. Et justement, Ligue des Talents, alors je vous salue sur le chat ceux qui m'accompagnent en cette petite nocturne. On est ensemble pour un peu plus d'une heure avec, voilà, ce chat modératrice. Je vois Hugo SSE, Thibaut, je vois certains qui veulent qu'on parle du LOSC, de Strasbourg. Bien sûr, comme vous le savez, ici c'est le rendez-vous, on parle de tous les matchs, de toutes les équipes, on ne dérogera pas à la règle. Et donc du coup, comme je vous le disais, j'ai un agenda qui est un petit peu bousculé, puisque voilà, j'ai été, on va dire, recruté, testé par DAZN, par le diffuseur de la Ligue 1, pour un nouveau concept que j'anime avec Braque, qui s'appelle DataZone, où en gros, on fait les matchs du dimanche soir, et on parle de ces rencontres avec beaucoup de stats, d'infos, de données. Alors j'ai pu faire la première dimanche dernier en test grandeur nature sur OL PSG, c'est pour ça que j'ai live tranquillement le lendemain, et là j'ai fait ce soir OM Nantes, donc voilà, le temps de bouger, d'installer le petit studio, tout ça, c'est pour ça que je me suis j'ai un petit peu mis du temps à lancer ça. Donc voilà, si vous voulez désormais m'écouter sur la Ligue 1, c'est possible. Voilà, si vous êtes abonné à DAZN, vous pouvez regarder, ça s'appelle DataZone. Vous pouvez voir qu'en fait il y a l'écran du match et on a à droite voilà, des stats, on va dire, individuelles. En bas, il y a des stats collectives. Donc, écoutez, moi, je suis très content parce que, évidemment, commenter la Ligue 1, surtout un match des dimanche soir, voilà, comment ne pas rêver mieux. Et puis, surtout parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait vraiment. La dernière fois que j'ai vraiment commenté quelque chose, c'était un multiplex Coupe de la Ligue en test d'école de journalisme. Donc, ça fait loin, et voilà, ils m'ont approché et tout, et puis moi je me suis dit écoute, pourquoi pas. Et en fait j'ai fait la première avec Braque et on s'est regardé, on a dit en fait c'est trop bien, ça correspond à ce qu'on aime, à savoir parler de la Ligue 1, on parle de stats, mais c'est pas, quand vous regarderez, ce sera pas qu'un live où on vous abreuve de stats. Alors bien sûr c'est l'objectif, il y en a, mais nous notre démarche c'est aussi d'en parler un petit peu avec de la pédagogie, de faire vivre le match. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de changement, on va dire, d'agenda, de planning. Donc le dimanche soir, maintenant, je serai désormais sur DAZN pour commenter la grande affiche avec mon coéquipier Braque et vous faire vivre ça de manière différente. Mais bien sûr, l'objectif ici, vous savez, ça reste la Ligue 1. Je ne perdrai jamais ce créneau ou cette envie de vous parler de ce si beau championnat, parce que moi, tout simplement, j'apprécie grandement le fait de se donner rendez-vous régulièrement. Et puis, on a toujours beaucoup de choses à dire, parce que c'est vrai qu'on va rentrer petit à petit sur le dernier tiers du championnat, le dernier sprint final. Il y a énormément de choses à dire. Une journée qui a été riche en émotions. Déjà que la précédente, avec tout ce qui s'est passé du côté d'Auxerre-OM, a été assez incroyable. Et là, en plus, il y a l'approche de la Ligue des Champions. Il y a ce qui s'est passé lors de OL Brest. On a Mika Biarritz qui met encore un triplé. On a Lens où ça va plus du tout. On a l'OM qui, mine de rien, a besoin de réenclencher une dynamique parce qu'il y a Nice qui a un gros rythme derrière. Il y a le PSG en démonstration absolue et le Havre qui fait l'excellente opération derrière. Donc, comme vous le savez, ici, on va revenir petit à petit sur chaque match. Et puis, Soso Chat le dit, les Girondins n'ont pas perdu. Et oui, voilà, les Girondins n'ont pas perdu parce qu'ils n'ont pas joué. Voilà, c'est... les particularités d'avoir un championnat à 30 journées, c'est que certains week-ends, on est un petit peu au repos. Donc voilà, on revient la semaine prochaine avec la réception de Saumur. Et vous savez que dans notre mano à mano avec Saint-Malo, voilà, le duel qui passionne désormais les suiveurs de football en France, Saint-Malo nous est repassé devant. Donc voilà, Bordeaux doit lui aussi enclencher son sprint final après s'être pris un petit peu les pieds dans le tapis. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors Yassir, écoute, oui, le fond vert n'est pas des plus tranchants. J'ai un fond. Malheureusement, j'ai pas eu le temps. Comme je vous le dis, que voilà, le studio, je l'ai récupéré il y a 15-20 minutes. Donc, le temps de faire les réglages.
je voulais pas lancer le live non plus à minuit et demi parce que déjà il y aurait peut-être pas eu beaucoup d'interactions et puis même moi pour la fatigue ça aurait été compliqué. Mais vous en faites pas, évidemment j'ai des scènes, évidemment le but c'est d'améliorer aussi le fond. Pour l'instant on garde ce décor digne d'un vaisseau de Buzz l'éclair, mais vous en faites pas, ça changera assez vite. J'ai de quoi faire, c'est juste que voilà, je préfère on va dire le fond à la forme. Et non, vous en faites pas, le Dogo reviendra, vous reverrez les chiens bientôt parce que les lives, on va dire Ligue des Champions, les streams débriefs, ça reviendra du coup assez vite parce que je crois que dès mercredi, il y a quand même, enfin même mardi, mais je pense que je streamerai plutôt mercredi, il y a quand même un très très beau rendez-vous. Les amis, je vous propose qu'on aille directement sur le petit programme, voir un petit peu ce qui nous attend avec encore une fois beaucoup de choses à évoquer, à discuter, avec bien sûr d'abord le petit point résultat. On va aller sur les matchs en descendant. On va d'abord commencer par le match du dimanche soir. Après, on reviendra sur les gros temps forts. Ensuite, évidemment, moi, ce qui m'intéresse au niveau du classement. Bon, si certains pensaient qu'il y avait encore ne serait-ce qu'un suspense pour le titre, maintenant, c'est plutôt est-ce que Paris va perdre un match? Parce que là, très clairement, dans cette Ligue 1, ils sont sur une dynamique qui est absolument fabuleuse. Ça laisse plus aucune miette et ce PSG m'intrigue énormément dans l'approche du match de Liverpool. Derrière, on a cette bataille pour la Ligue des Champions qui est tout de même enclenchée. Marseille qui a 6 points d'avance sur Monaco, surtout 8 sur Lille pour sécuriser une place. Nice qui tient un très très beau rythme, voilà, 4 succès de rang. Monaco qui fait un petit peu les montagnes russes, mais qui est quand même à l'affût. Lyon qui avait besoin un petit peu de recoller justement à Lille et Monaco, qui a pris les 3 points nécessaires. Et puis Strasbourg, voilà, qui prend 4 points d'avance sur Toulouse, sur cette fameuse 7e place, la Pipion League, la Conference League. Donc à voir ce que ça pourrait donner. Rennes qui poursuit sa belle remontée, 12 points pris en 15 matchs sous Habib Beye. Donc voilà, ça permet d'un petit peu d'avoir un matelas plus que confortable. Et puis surtout, Le Havre, qui évidemment, on sait qu'en bas, il y a un rythme où ça avance très très peu, ça perd surtout. Et là, Le Havre qui va chercher sa 6e victoire de la saison avec un scénario fou du côté de Lens. Et surtout, Lens, ça va être le gros fil rouge parce que Lens, beaucoup de choses à dire. Lens qui perd pour la 4e fois de suite, qui a encore perdu un match à Bollaert. Les Lensois qui inquiètent énormément. Et je me dis que cette saison qui était un petit peu, vous savez, saison de transition, on vend, on se met à l'équilibre, on prépare un petit peu l'achat de Bollaert, les droits télé de la Ligue 1 qui se cassent la figure. Ça peut être une saison de transition, mais attention à ce que ça ne tombe pas à la dégringolade. Alors Lens a quand même... sans parler de malédiction ou quoi, ils ont quand même, ils sont tranquilles par rapport à en bas. Mais tu te disais que par rapport au début de saison, comme c'est une équipe qui était souvent 6e, 7e, ça pouvait être intéressant de jouer l'Europe. Et là, tu as même Toulouse qui te passe devant. Donc, tu as Brest qui est au contact et Rennes qui n'est plus qu'à 4 points. Donc, attention pour nos amis lensois. Je pense qu'il faut ouvrir un vrai dossier là-dessus. On y va, on commence avec le premier match et ce bon petit OM Nantes que j'ai eu le plaisir du coup de commenter. Que dire sur cet OM Nantes? Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu dans chaque équipe, même si Nantes, le plan de jeu était évident. Tu sentais que ça pouvait pas tenir physiquement peut-être 90 minutes et qu'au bout de la 60e, 65e, de toute façon, ce genre de configuration de match, à partir du moment où Marseille met le premier but, ça peut débloquer quelque chose et Nantes a eu du mal. J'ai pas compris les changements où Ablin et Simon sont sortis en même temps, parce que Simon, je le trouvais vraiment en jambes. À la limite, Ablin, ça peut se comprendre, et peut-être mettre un profil comme Mostafa pour être un peu plus, on va dire, costaud physique, mais Simon faisait vraiment un très bon match, donc j'avoue que j'ai été sceptique là-dessus. J'ai beaucoup aimé Louis Leroux, qui pour un 2e match titulaire en Ligue 1 a montré énormément de qualité. Les Nantais ne sont pas trompés à son sujet. Le petit Louis Leroux, c'est extrêmement prometteur, c'est vraiment à suivre parce qu'il a un physique assez frêle, enfin il a un physique qui est pas trop commun je trouve, mais qui en même temps il a une qualité technique et surtout les crochets à la surface. À 2 reprises il a fait ça, je me suis dit c'est propre de réaliser de tels gestes quand tu démarres ton premier match au Vélodrome et tout, c'est propre. Comme d'habitude, l'état d'esprit, beaucoup d'activité, Le Penant, Thierry Vella, Palois qui dégageait énormément de ballons. C'est dommage parce que presque sur la première mi-temps, je pense qu'il y avait quelque chose à exploiter pour Nantes qui aurait presque dû profiter d'un OM
je vais pas dire qu'il était resté sur le match d'Auxerre, parce qu'on sait qu'il s'est passé plein de choses à Auxerre entre l'arbitrage et le non-match, mais j'ai vu un OM, tu sais, un peu timide, un petit peu ronronnant, qui a du mal à se mettre dedans, et il y a eu quelques incursions intéressantes au côté nantais, et ça a manqué, ils ont presque pas cru en eux, et finalement à partir du moment où Gouiri a ouvert le score, on a senti que l'OM était dans un style de match un peu comme Angers, où tu le dis, ça permet d'être assez à l'aise. Tu peux le dire, Nantes a dominé l'OM qui a quand même le meilleur milieu de Ligue 1. Aïe, aïe, ça commence à faire les tacles. Après, c'est vrai que Benasser est sorti avant la 60e. On sent que physiquement, il y avait quand même de l'engagement en face et que l'entrée de Rongier a été pour le coup excellente. Rongier, encore une fois, dès qu'on fait appel à lui, ce qui veut pas dire que Benasser, évidemment, faut pas lui laisser de la continuité. Moi je comprends un De Zerbi qui dit on a une grosse recrue comme Benasser qui a pas eu un temps de jeu conséquent avec le Milan cette saison, laissons-lui un petit peu enchaîner, prendre en confiance des automatismes. C'est vrai que le match de ce soir de Benasser est moins bon que ceux qu'on a pu voir notamment contre Angers ou Saint-Étienne, mais ça reste quand même un joueur où tu sais que quand ça va vraiment bien prendre, ça va être une sacrée plus-value. Et Rongier, encore une fois, dans l'attitude, dans l'impact, rien à dire, vraiment le mec pourrait être frustré d'être remplaçant et il apporte, et cette séquence collective est très bien construite entre Greenwood, la petite louche pour Rongier qui sert en retrait Gouiri, qui patiente pour Gouiri. Honnêtement je trouvais que ce premier but, on va pas parler de deux herbivores parce qu'il n'y a pas non plus une quinzaine de passes dans l'action, mais dans l'enchaînement, dans la rapidité, je pense que pour déstabiliser le bloc nantais, il fallait aussi aller solliciter des milieux qui se projettent, aller trouver un Gouiri qui avait fait pas mal de passes mais qui n'était pas forcément dans un rôle de buteur, et sincèrement ça a bien fonctionné. Benasser, est-ce qu'il est cuit ? Je pense qu'il a vraiment besoin de reprendre un rythme, surtout. Moi, j'ai envie de voir, sincèrement, se donner rendez-vous pour la saison prochaine. Alors oui, je me projette très loin, mais je pense que pour juger Benasser, si c'est juste ou pas physiquement, sur la qualité du joueur, est-ce qu'il arrive à faire sur 60 minutes, c'est intéressant. Après, pour un joueur de son standing, on a envie de le voir faire ça sur un match complet. C'est sûr que à cet instant précis, il est obligé de sortir assez tôt parce que il a pas les cannes, et surtout quand tu vois ce que met comme jambe le FC Nantes, c'est quand même assez costaud en face. Mais voilà, moi je pense qu'il faut un petit peu tempérer. Dans l'autre sens, Rongier, est-ce qu'il doit aller voir ailleurs ? Est-ce qu'il... Je sais pas, mais le temps à Marseille donne souvent raison à Rongier, qui arrive un petit peu à toujours grappiller du temps de jeu ou regagner sa place dans la hiérarchie. Donc perso, tu vois, je suis pas forcément inquiet pour notre ami Rongier. Je pense que De Zerbi est un coach intelligent et il voit que Rongier est un joueur qui est utile à l'équilibre. Et puis je crois qu'il y a une stat qui est sortie quand Rongier joue cette saison. Il n'y a qu'une défaite pour l'OM. C'est vraiment un vrai game changer, comme on le dit, pour cette équipe marseillaise. Donc moi j'aime bien ce visage-là assez conquérant. Et j'ai vu Abrefoutier qui dit qu'Kondogbia me rassure pas trop. Alors, il avait un vrai client en face avec notre ami Ablin qui a fait beaucoup de courses, a été très généreux. Mais en vrai, j'ai bien aimé le match de Kondogbia, qui a quand même été intéressant dans la passe, qui a bien comblé certaines choses, qui en plus avait un Merlin qui était très offensif. Donc comme d'habitude, il avait beaucoup de Nantais à gérer dans sa zone à gauche. En vrai, moi j'ai trouvé plutôt intéressant, même Balerdi, le retour a été plutôt bon. Rongier, évidemment, je vois mon message, je rebondis là-dessus. Non, bien sûr, Rongier, gardez-le en vue de la Ligue des Champions, parce que on voit que l'OM, avec un match par semaine, tourne plutôt bien, avec, bien sûr, on le répète, une marge de progression qui est assez évidente. Après, t'as posé des bonnes bases. Tu sais que l'an prochain, t'auras des matchs tous les 3 jours. Un Rongier pour faire souffler en Ligue 1, pour même jouer en Ligue des Champions en tant que titulaire, parce que je pense qu'il a aussi de quoi apporter. Ça peut être vraiment une bonne solution pour De Zerbi, quoi. Alors Greenwood, oui. Greenwood, c'est pas un match qui est incroyable dans le contenu, mais au global, c'est une action qui amène au but. C'est un but qui se fait quasiment tout seul, avec beaucoup de contre favorables. Après, je peux comprendre que pour un joueur qui a mis 15 buts en Ligue 1, qui est une référence de son équipe, tu
tu en attends de plus. Je peux comprendre. Moi, j'étais resté sur ma faim par rapport au match d'Auxerre. Ce soir, il répond présent parce que quand même, il est décisif. Après, c'est un joueur où tu as toujours envie de mettre le curseur d'exigence un peu plus haut. Et il faut voir ce que ça donne dans ce sentiment-là, quand même. Rongier me fait penser à Matuidi, toujours rabaissé, mis en concurrence, et ils éteignent tous à la fin. Le parallèle est pas dégueu en vrai, hein. Surtout quand on voit ce qu'a traversé Matuidi au PSG et en équipe de France. On rappelle qu'il a quand même terminé titulaire sur l'aile gauche, idée géniale de Didier Deschamps lors de la Coupe du Monde 2018. C'est vrai que j'aime bien la petite comparaison. Greenwood, vu du stade, il doit tellement sortir la mi-temps. Après, la première mi-temps, elle est difficile pour l'OM parce que t'as du mal à te mettre en route. T'as Nantes qui te pose beaucoup de soucis. Gouiri qui est bien muselé par la défense à 3. Le milieu de terrain nantais qui fait un vrai bon match et qui perturbe un petit peu le jeu marseillais. Il y a eu beaucoup d'appels, beaucoup de sprints tentés par Merlin, par Luis Enrique, pas forcément mis en évidence. La première mi-temps de l'OM, elle est pas dingue, hein. Mais c'est plus une équipe qui, je pense, a construit son match en se disant on est patient, on n'a pas envie aussi de reproduire les mêmes erreurs que le match d'Auxerre, à savoir avoir un Gaëtan Perrin qui, sur une ouverture lumineuse, va pouvoir faire un gros appel, mélanger Merlin et ouvrir le score. Tu sais que ce soir, tu avais quand même Simon et Ablin, donc attention, avec ce type de joueurs, je pense que l'OM avait adopté une approche un peu prudente sur la première période, et puis c'est vrai que la seconde période, une entame qui était quand même un peu plus prononcée, le fait que Ablin et Simon sortent, et juste après, tu as ça, quoi. Donc l'OM en a profité. Est-ce qu'il faut, on va pas dire s'enflammer, mais est-ce qu'il faut voir un petit peu du mieux? Je pense que c'est un match où il fallait gagner pour se le rendre facile. Les prochains matchs de l'OM, ils vont être intéressants parce que tu reçois Lens, qui est une équipe en crise, et ce sera intéressant de voir un petit peu le visage adopté par les Lensois au Vélodrome. Tu termines avant la trêve par le déplacement au parc, donc là, évidemment, contre ce PSG-là. Alors, bien sûr, il y aura eu des matchs de Ligue des Champions, mais on sait que c'est un PSG qui est un petit peu intraitable en Ligue 1 et encore plus contre l'OM ces dernières années. Ça va être deux matchs qui vont être pas mal du tout pour terminer, en sachant qu'encore une fois, moi je pense que l'OM a la capacité de terminer deuxième, mais que tu as un troisième qui revient très très fort avec Nice. Nice, ils sont débarrassés de tout, plus de Coupe d'Europe, plus de Coupe de France. Par contre, les matchs de Ligue 1, ils les gèrent extrêmement bien, donc c'est là où ça peut peut-être un peu perturber le rush final des Marseillais. Les matchs de l'OM, c'est beaucoup de patience dans la préparation des actions. C'est exactement ça. T'as beaucoup de circuits, Kondogbia, Balerdi, Murillo, Pulirola. T'avais même Højbjerg qui, à un moment donné, il décrochait pour être à la même hauteur que Balerdi, avec même Merlin qui rentrait intérieur. Il y a beaucoup de permutations en cours de match. Après, je sais que moi, cet OM, c'est comme d'hab, il y a énormément d'attentes dessus. Je pense qu'il faut, je vais pas dire être patient parce qu'on est en mars et bien sûr qu'on attend peut-être un peu plus de jeu, de flamboyance, mais je pense que s'il n'y a pas d'accro ou s'il n'y a pas de départ précipité, De Zerbi est là pour un cycle de 2-3 ans et que normalement, d'ici quelques mois encore, on verra du mieux. Je pense que c'est ce qui va être déterminant pour la suite. Mais non, le match de ce soir, de toute façon, il fallait se rassurer après la configuration assez particulière d'Auxerre. Donc moi, je trouve qu'ils ont vraiment bien géré leur coup. Et content aussi de revoir Francis Coquelin, côté Nantes, qui a dû sortir à la mi-temps, parce que je pense qu'il est peut-être lui aussi à court physiquement. Mais beaucoup de tacles, beaucoup d'activités. 33 ans, et le genre de joueur qui va pouvoir servir à Comboiré sans trop de soucis. Qu'est-ce qu'on a à voir aussi, les amis? Je crois que quelqu'un l'a dit, mais on a évidemment ce match du PSG. Ce match du PSG, on ne peut pas y échapper parce que victoire 4-1 contre le LOSC. On avait un affrontement entre deux huitièmes finalistes de LDC. Et la comparaison a fait vraiment mal au cœur pour les Lillois parce que c'était pas le même sport. Après, on sait que Lille a beaucoup fait tourner, bien sûr,
que Genesio, il a mis il a mis David, il a mis Haraldsson, qui est peut-être le meilleur Lillois sur la période récente, sur le banc. On a pas mal ménagé les joueurs, hein, parce que la configuration, c'était Akpom, Bakker, Angel Gomez, Muko, André, Bentaleb, Gudmundsson, Alexandro, Diakité, Meunier, Chevalier. Bon, t'avais quand même une bonne base défensive, mais contre ce PSG-là, qu'est-ce que vous voulez faire? En fait, c'est ça la question. C'est comment lutter contre cette équipe où ça vient dans tous les sens. C'est la première mi-temps, c'est un match. J'ai rarement vu ça. Enfin, c'est vraiment. On a vécu des prestations du PSG plus que rayonnantes. On voit qu'il y a évidemment des gros progrès, qu'ils soient individuels, collectifs, l'état d'esprit. Il y a rarement eu, et tout le monde le dit, sous QSI, est-ce que c'est la meilleure version du PSG sous QSI? Je peux comprendre, parce que c'est un PSG qui est très impressionnant. Moi, je garde en tête les premiers mois sous Tourelle, qui étaient un peu épatants avec Neymar, et comment ça s'appelle le PSG de Laurent Blanc, qui des fois, en championnat, pouvait tourner de manière assez fabuleuse. Mais là, honnêtement, ce PSG, moi, il me bluffe. Alors, comme d'hab, il y a Liverpool qui arrive. Et ça, on est tous impatients parce que Liverpool, Barça, PSG, je pense sincèrement qu'en ce moment, c'est ce qui se fait de mieux en Europe. Du coup, avoir un choc entre deux mastodontes, et surtout pour ce PSG-là, c'est l'occasion de voir ce que ça vaut. Moi, je me répète, mais il n'y aura pas de honte à perdre contre un Liverpool qui, quoi qu'il arrive, est une équipe au top du top, qui a assez peu de faiblesses. Allez, on sait que les faiblesses à exploiter, c'est peut-être Alexander-Arnold, c'est peut-être Robertson, c'est sur les côtés, ça tombe bien, le PSG a de quoi faire. Mais dans l'autre sens, on sait que le PSG, Donnarumma, dans les grands rendez-vous en LDC, il y a pas mal de paramètres où ça peut un petit peu tourner. Mais sur l'impression que le PSG me délivre depuis 3 mois, sincèrement, chapeau. Chapeau, parce que je vois une équipe qui a énormément progressé, qui a appris de ses erreurs, parce que Dronos le dit, ils payent leur mauvais début de saison LDC. Oui, c'est sûr que quand tu fais une victoire sur tes 5 premiers matchs, que tu perds contre l'Atlético en faisant 30 tirs à 6, que tu te fais accrocher par le PSV alors que tu as pareil une farandole de tirs, que tu es mis en échec à Arsenal, au Bayern. Oui, on a vu que ce PSG était jeune et pas encore prêt. Par contre, qu'il y a eu ce switch et que les mecs se réveillent au point de voir un Dembélé meilleur buteur en 2025, Barcola qui retrouve de très bonnes jambes, Désiré Doué, les gars. Désiré Doué, je pense qu'ici on est tous fans, hein, mais le voir prendre une telle dimension, se dire que Désiré Doué est le meilleur joueur du PSG contre Lille, alors que t'as Dembélé qui est incroyable, t'as Neves qui est top, t'as Barcola qui est très très bon, franchement Désiré Doué, chapeau quoi. Désiré Doué qui fait partie, je crois, qui est dans le top 7 ou top 8 des joueurs les plus décisifs en 2025, donc lui aussi tu vois, il s'invite à la table des grands. On était tous convaincus du talent du joueur lorsqu'il était à Rennes. Un transfert, un changement de dimension à digérer, quelques petits mois pour se mettre en route, mais je crois que ça valait le coup d'attendre, parce que ce qu'il nous offre, c'est sincèrement bluffant. Puis même le but qu'il met, ce 4e but avec ce tir qui part à une vitesse folle dans la lucarne de Chevalier, la manière dont il enclenche l'action, tu vois que c'est quelqu'un qui a pris énormément de confiance et qui a un niveau assez irrésistible. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à maintenir un tel niveau contre un adversaire tel que Liverpool. Oui, ça, je suis totalement d'accord. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ce niveau d'exigence que Luis Enrique s'est imposé à son équipe, et ils l'ont en Ligue 1, parce que le PSG, tu regardes le bilan, je crois qu'il est juste démentiel. T'as un PSG qui tourne à 19 victoires, 5 nuls, 70, c'est fou quoi. En Ligue 1, depuis 3 mois, il y a eu des matchs, genre Reims qui est venu mettre le bus, ils ont pris leurs points. Nantes, ils ont pris leurs points, mais sinon, même il y a eu Auxerre, je crois aussi. Sinon, c'est une équipe qui mange ses adversaires. Coupe de France, quand tous les cadors la prennent pas forcément au sérieux, sont pas concentrés, eux, ils jouent le truc à fond et ça termine par un 7-0 contre le stade briochin. Donc tu peux voir la nette différence. Puis en Ligue des Champions, on a quand même vu 5 matchs. La victoire contre Salzbourg 3-0, le 4-2 contre City où t'es mené 2-0, et ça c'est intéressant parce que t'as eu un moment où t'étais dans le dur.
N'oublions pas que si City avait pris confiance et que le PSG avait perdu pied, ce 2-0, il aurait pu se transformer en une place lointaine en LDC ou peut-être éliminé avant même les barrages. Et ce PSG qui nous a enchantés, ça aurait été compliqué. Mais là, ils se sont vraiment bien secoués sur la dernière de demi-heure. Et puis, il y a eu le récital à Stuttgart, le 10-0 contre Brest avec encore un 7-0 où tu te dis que ça pouvait venir de tous les côtés. Donc, à voir. Moi, je trouve qu'on en fait trop. C'est logique, ils gagnent tout. On ne peut pas comparer les effectifs au PSG. Alors, je vois ce que tu veux dire dans le sens, c'est normal de voir Paris gagner comme ça. Mais dans un autre sens, je trouve que on a vu des PSG avec des effectifs supérieurs et ne pas avoir cette qualité de jeu. Sincèrement, il y a des années où il y avait Messi, où il y avait Mbappé, où il y avait Neymar, où il y avait Zlatan, il y avait Di Maria, enfin, il y avait une farandole de stars et collectivement, ça tournait moins bien. Et après, je l'ai dit, moi, j'ai 2 autres PSG en tête. Le PSG de Blanc, qui à un moment donné était incroyable à voir jouer, et le PSG Tourelle, les premiers mois qui étaient incroyables. Sinon, là oui, ce PSG-là, il s'inscrit dans une belle mémoire collective parce que je le trouve vraiment hyper agréable à voir jouer. Et ouais, c'est vrai que la jeunesse, elle est dingue, quoi, parce que quand tu vois Zaïre Emery, 18 ans, Désiré Doué, 19, João Neves, 20, Vitinha, 25, Gvara, 24, tu as quoi? T'as du Pacho qui en a 23, t'as Nuno Mendes qui a 22 ans, t'as Gonçalo Ramos qui a 23 ans, qui s'accommode très très bien de ce rôle secondaire. Donc ouais, honnêtement, c'est rare. Mayoulou, bien sûr, Mayoulou 2006, très très bon. Mayoulou, à chaque fois qu'il joue, qui se montre en évidence, et c'est bien de la part de Luis Enrique de responsabiliser aussi certains jeunes qui ont parfois été oubliés sous Pochettino. Donc c'est bien, quoi. T'en penses quoi de Fabien Ruiz? C'est beaucoup mieux, mais j'ai pas une confiance totale en lui. Fabien Ruiz, c'est un joueur, comme on dit, d'équilibre. C'est le rongier du PSG, sans qu'il soit aussi impactant, important que Rongier, je trouve. Donc, bien sûr, si on a une idée de progression pour le PSG, soit c'est un joueur du banc comme Zaïre Emery qui peut le faire un petit peu sauter, soit tu vas prendre une recrue. Mais oui, Fabien Ruiz, c'est un joueur qui s'approche de la trentaine. Mais voilà, comme le dit Mister Uzo, il organise vachement l'équipe sur le terrain quand on regarde du stade. Je pense que on sous-estime peut-être son rôle qu'il a dans le vestiaire. Ça doit être un leader silencieux, un mec qui parle beaucoup, et puis il a son statut de champion d'Europe, donc on sait que Luis Enrique l'apprécie depuis pas mal de temps. Mais en vrai, je trouve qu'il a eu un premier passage à Paris qui était très moyen. L'Euro lui a donné confiance. Les premiers mois là, de la saison, c'était un peu mitigé. Et là, je trouve que comme l'équipe tourne très bien, lui, il a un bon petit rôle. C'est peut-être pas le joueur qu'on voit le plus en avant, mais je trouve qu'il répond présent et ça reste intéressant pour la qualité de jeu. Mais ouais, justement, quand je parle de qualité de jeu, moi, ce qui m'épate, c'est surtout l'aspect mort de faim de ce PSG. Regardez les pressings et les contre-pressings de la première période. Lille, il y a vraiment une séquence où ils n'arrivent pas à ressortir un ballon. Et on parle d'un 8e de finaliste de Ligue des Champions. Ils sont dans la machine à laver complet. Il y a la tête sous l'eau, il n'y a rien à faire. Et sincèrement, regardez l'activité des joueurs, regardez, parce que Désiré Doué, j'ai parlé de son impact dans le jeu, mais il a récupéré aussi énormément de ballons. João Neves qui court partout, Barcola, Dembélé, il y en a énormément qui se donnent. Donc, ouais, c'est exactement ça, les affamés. C'est ça qui est intéressant, c'est que on a rarement connu une telle osmose au PSG, où il y a vraiment le sentiment de voir des joueurs derrière leur coach. S'ils sont éliminés face à Liverpool, c'est une saison comme une autre. Oui et non, parce que oui, le PSG, par rapport à ce qu'il véhicule et les transferts, tout ça, c'est une équipe où tu sais que la Ligue 1, ça compte pas et qu'on va surtout les attendre en LDC et que c'est là où on veut voir s'ils vont enfin la remporter. Donc bien sûr que si le PSG se sortir en 8e de finale, pour beaucoup, ce sera un échec. Mais moi, j'ai envie de voir pour une fois, parce que le PSG, on a souvent la tête dans le guidon, voir un petit peu sur du moyen, voire long terme, et se dire que ce groupe de joueurs, il va quand même encore grandir et qu'il va t'apporter des choses. Moi, pour moi, ce PSG-là n'a jamais été autant dans le bon sens pour remporter une LDC. Et je dis ça en sachant qu'ils peuvent sortir contre Liverpool, parce que quand tu vois le niveau de Liverpool, ce qu'ils peuvent faire contre Newcastle, contre City, dans les gros matchs, une équipe qui a fait 7 sur 8 en LDC,
Bien sûr que c'est d'un autre niveau. Mais cette équipe, elle a de la jeunesse, elle a moins de 25 ans de moyenne d'âge, elle va encore grandir. Et je pense que s'il y a un échec contre Liverpool, et je pense que tout le monde au sein du club est conscient de ça, il faut pas virer des coachs, des joueurs, tout ça. Non, non. Il faut garder cette même ligne directrice, petit à petit étoffer, prendre un João Neves, prendre un Pacho, prendre un Désiré Doué, aller prendre ce type de talent, bien les encadrer. Et je pense que, je suis convaincu que moi, ce PSG arrivera à ses fins, quoi. Scipion, est-ce que tu comprends le choix de Xavi Simons de rester à Leipzig? Bon, bah là, après, on peut voir que les trajectoires des deux, ça correspond bien. Ça a permis à Désiré Doué de s'épanouir, à d'autres joueurs de prendre leur envol. Après, Xavi Simons, il avait une dizaine de matchs avec Paris, donc c'est difficile, on l'a jamais trop vu à l'œuvre sous les couleurs parisiennes. Mais à l'Allemagne, je trouve que ça lui correspond bien. Donc écoute, moi, je me dis que vu le montant du transfert qui est supérieur à 50 millions, il n'y a pas... y a pas scandale pour moi, tu vois. Je pense que c'est bien que les chemins se séparent comme ça. Salut à Mich et Enzo qui arrivent. C'est vrai que minuit 20, hein, c'est vrai que là, ce soir, on est sur une vraie petite nocturne, mais rien ne nous arrête pour parler du plus beau championnat du monde. Non, non, ce PSG, encore une fois, tous les feux sont verts, il n'y a plus qu'à. Et ça fait longtemps que j'ai pas eu autant hâte d'un match. Après, il y a des matchs que j'adore, genre voilà, les matchs du Barça, les grosses affiches de PL, un petit peu des gros matchs de Ligue 1. Mais là, c'est vrai que ce PSG-Liverpool, bah, quand tu te dis que tu vas vivre ça 2 fois 90 minutes, avec deux styles, un nombre d'individualités incroyables sur le terrain, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne un petit peu sur ce huitième de finale. L'OM a-t-il une chance pour le Classico? C'est comme d'hab, c'est 11 contre 11. Est-ce que si le PSG sort, gagne, est galvanisé, je sais pas, mais je vois cette équipe tellement concentrée que même si l'OM a des joueurs de renom, après, moi, ce que j'espère par rapport au match aller, c'est que ça dure à 11 contre 11 pendant plus de 20 minutes. Ça, au moins, ça pourrait nous donner un indice. Mais le souci, c'est que sur les 20 minutes qu'on a vues à 11 contre 11, il n'y avait pas photo. Donc, à voir comment ça peut s'en sortir. Mais ça va être très compliqué pour l'OM. Hein. C'est compliqué pour toutes les équipes. C'est compliqué pour les équipes du pas de tableau. C'est compliqué pour les équipes du ventre mou. Le haut du classement. Parce que là, Lille, j'en ai pas dit grand-chose. Hein. Mais Lille, sincèrement... là, t'avais pas grand chose à faire. Pourtant, Chevalier en sort 2-3. Alors, évidemment, il y a 2-3 buts, il peut faire mieux parce que la relance sur Barcola et tout. Mais il est au four et au moulin, il est extrêmement sollicité. Et j'ai trouvé son match quand même intéressant. Après, je comprends le choix de ces Genesio de focus la LDC en sachant que le match entre les deux de Dortmund, c'est Montpellier à la maison. Après, encore une fois, voilà, hein, Lille a pas mal de difficultés contre les équipes du bas de classement. Les promus, ils ont perdu à Saint-Etienne, ils ont fait match nul à Montpellier, ils ont perdu contre le Havre à la maison. Donc attention au moindre relâchement, mais je pense que l'équipe bis du LOSC peut faire le taf contre le Montpellier que j'ai vu contre Rennes qui... Le Montpellier, ça tient 45 minutes et après ça abandonne totalement. Donc à moins d'un coup de tonnerre, ça tiendra la route. Après, moi j'ai bien aimé quand même l'entrée de Mbappé dans un rôle un peu différent sur un côté, avec quelques sifflets, voilà. Toujours dommage, hein, parce que Ethan Mbappé, il y est pour pas grand-chose. Hein, c'est un choix de carrière, il a été laissé libre, c'est pas de sa faute si le PSG a proposé ce contrat. Et Mbappé, chaque fois que je le vois... il est intéressant avec le LOSC. Haraldsson, j'aime beaucoup. Hein. Quand je le dis encore une fois, je pense que c'est l'Illois le plus en genre. Logique de le préserver. David qui met son petit but pour le classement des buteurs. On verra ce que ça donne. Mais très clairement, oui, je pense que la compo, il y avait la tête à Dortmund, les joueurs dans l'attitude. T'as aussi... tout qui indiquait que le LOSC a fait l'impasse. C'est dommage parce que c'est une équipe qui a déjà fait des gros coups dans ce genre de configuration, hein, qui allait gagner à Atletico, qui a battu le Real, qui a fait un match intéressant à Liverpool. Mais là, entre l'envie des Parisiens de faire très mal d'entrée et le LOSC qui a fait tourner, c'est vrai que à un moment donné, j'avoue, j'ai eu peur. J'ai eu peur que ça fasse un score comme celui qu'on a vu contre Brest et Stade Briochin. Et là, pour Lille, préparer un huitième de finale en ayant pris 7 buts. Alors on sait que c'est 2 compétitions, 2 adversaires qui ont rien à voir, mais quand même, fallait pas que ça tourne non plus à la correction totale, quoi.
J'étais au stade, la première mi-temps de Bakker était une faute professionnelle, il marchait tout le temps, ne défendait pas et se débarrassait du ballon à moindre occasion. Bonne entrée de Ethan. Ouais, Bakker, c'était compliqué comme beaucoup de Lillois. Même Akpom, il n'a pas eu un ballon. Enfin, comme je vous le dis, il y a vraiment regardé le match. Je crois qu'il y a, après la deuxième minute, il y a un nombre de vagues parisiennes. Et pour que Lille dépasse à une médiane, il fallait vraiment s'employer de fou, quoi. Meunier, c'est ce genre de configuration où il va prendre, je sais pas combien de fois, Barcola en 1 contre 1. C'est juste... bon courage à lui, quoi. Donc Lille qui tout le monde a gagné sauf eux. Après tu sais que c'est le PSG, donc voilà, faut le prendre en compte. Mais voilà, Lille doit pas se relâcher dans la course à la LDC. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir, les amis? Parce qu'on a encore évidemment un beau programme. Je pense qu'on va aller tranquillement sur... Est-ce que tu penses que la défense parisienne est prête pour Mo Salah? Je l'ai dit, moi il y a des joueurs qui m'interpellent, enfin... J'ai envie de voir comment Donnarumma va répondre sur, bien sûr, une adversité telle que celle-ci. T'as aussi, n'oublions pas, Jota, t'as Gakpo, t'as Luis Diaz, t'as McAllister qui est excellent. Il n'y a pas que Salah à surveiller côté Liverpool. Donc, bien sûr, Salah, c'est numéro 1. Gros duel à venir avec Nuno Mendes. Ce sera le mec surveillé à surveiller plus. Mais Arne Slot a quand même mis en route pas mal de bons petits offensifs cette saison. Donc le danger, Slobozai aussi qui remonte très bien, ouais, bien vu. Donc et ce qui est bien, c'est que côté PSG, tu as aussi des joueurs qui peuvent beaucoup apporter, parce que ça peut venir de Barcola, Gvara, Dembélé, Doué, Neves, Vitinha de loin, et tu peux avoir du Ramos qui rentre et tout. Donc ça va être, je vous l'ai dit, moi je suis impatient d'être en mercredi. Ça va être incroyable. Du coup, la suite du programme, oui, on va aller peut-être sur ce Lyon-Brest. Lyon-Brest qui est évidemment un des matchs clés de cette journée. Pourquoi? Parce que on pensait que le calme allait revenir, le calme avant la tempête. La tempête, c'était bien sûr c'était au CROM, les propos de Pablo Longoria, la suspension de 15 matchs, Ravani qui prend lui aussi 3 matchs. Un match qui était pas forcément le plus intéressant à voir, même si c'était pas mal d'avoir un Noël en lice avec des champions. Un Stade Bressois qui est compliqué d'enchaîner, pour qui c'est compliqué d'enchaîner après la Coupe de France et la grosse désillusion contre Dunkerque. Respect à Dunkerque au passage, parce que excellent. Bien sûr, le pétage de plomb de Fonseca. Je comprends pas. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Pourquoi autant de nervosité quand le match n'est pas houleux comme on a pu le connaître, avec un Fonseca qui était déjà extrêmement agacé, qui avait pris déjà un jaune en première période. On rappelle les faits. Pourquoi il s'énerve avant la décision? On a donc Brest qui met le premier but, le penalty transformé par Kenny Lala. On a Lacazette qui égalise puis qui met un deuxième but. Temps additionnel, une séquence avec jeu de billard et Benoît Millot qui est appelé pour une éventuelle main de Malik Fofana, je crois, avec le ballon qui touche d'abord son genou puis la main. Le Malik Fofana est au sol. On a Millot du coup qui va voir la VAR, en sachant évidemment, c'est Maitland Nice qui fait la main. Ok, c'est Maitland Nice, en sachant que quand l'arbitre va voir la VAR, vous savez, généralement ça siffle. Là pour le coup, il n'a pas sifflé, tant mieux pour les Lyonnais, mais on a Millot qui va voir l'action. On a à côté le banc brestois qui gueule, on a Fonseca et le banc lyonnais qui gueule, et je pense que Benoît Millot, qui en avait marre de voir un Fonseca hurler sans cesse, s'est dit que voilà, je vais lui mettre un rouge, parce que c'est bon, j'ai déjà averti une fois, et là pour le coup c'est normal. Et là Fonseca qui dérape complet, parce que tête contre tête avec un arbitre. On a vu certains barèmes. Moi, je pense que Fonseca, si on le revoit sur le banc de l'OL avant la fin de saison, c'est un petit exploit. Moi, je pense qu'il va prendre cher, surtout dans le contexte actuel. On veut protéger les arbitres. Puis surtout, c'est pas une bonne image à montrer, parce que, moi, je l'ai dit, je pense que
sur l'arbitrage, on peut toujours avoir des débats, essayer de comprendre l'interprétation, la VAR, la prise de parole, les micros. Voilà, on est dans une phase où on a envie d'évoluer, mais là, ce qu'a fait Fonseca, ça dessert la cause parce que les arbitres, ils vont juste se renfermer entre eux, ils vont faire de la bloc et ils n'ont pas du tout. Là, pour le coup, Fonseca, c'est une deuxième grenade après Longoria et ça va encore plus exploser le truc. Donc sincèrement, c'est un jeu dangereux auquel s'est prêté le coach portugais, un coach que personnellement j'apprécie beaucoup, hein, j'en ai déjà dit du bien, son passage au LOSC que j'ai adoré durant 2 saisons, la Roma, Milan ça n'a pas fonctionné, et là c'est vrai que l'OL, tu vois, t'as fait 4 matchs, 2 victoires, 2 défaites, t'as perdu contre l'OM au Vélodrome et Paris à la maison, donc bon, démarrage, 6 sur 12, mais... t'as quand même de quoi faire avec un Kendrick, peut-être Sauer sur la fin de saison. Et là, j'avoue que le dérapage, il est complet, quoi. Donc, bien sûr, il s'est excusé, mais attention, parce que cette nervosité, je ne l'ai pas. Et puis, tu vois, même Tolisso qui l'écarte et tout. Non, je pense que même les joueurs de l'OL, l'ensemble des acteurs étaient désabusés par cette situation qui était assez lunaire, quoi. Et oui, bien sûr, j'espère qu'il va prendre cher. J'espère que il va prendre. Moi, dans un monde normal, il ne revoit pas le banc sur le reste de la saison, quoi. Milan, c'était pas sa faute, les stars gangrénaient le club. C'est vrai que quand on voit la situation du Milan, on comprend que c'est pas entièrement de sa faute, mais bon, le mariage n'a pas fonctionné, peut-être qu'il va pas fonctionner avec Fonseca, mais avec Conceição, il faut s'en séparer tout de même. Sinon, le contenu, le match, on avait quand même une compo assez intéressante de l'OL avec double pivot Tessman Tolisso, Almada, Cherki, et Mikotadze et comment ça s'appelle, Lacazette, auteur d'un doublé, d'un match qui a été un peu bizarre pour Lacazette avec beaucoup de déchets, mais il marque son doublé, le penalty concédé. Quelqu'un a dit tout à l'heure, j'étais déçu de la participation d'Almada. C'est vrai qu'Almada, pour l'instant, il nous a beaucoup plus plu dans ce rôle de super sub d'entrant. Après, moi, personnellement, sur la compo de l'OL, j'étais un peu surpris de voir Tolisso reculer. Moi, j'adore le nouveau rôle de Tolisso qui a marqué 5 buts en 5 matchs, toutes compétitions confondues de suite, qui me plaît beaucoup dans son attitude, son envie dans les 30 mètres adverses, d'être toujours bien placé. Et là, Tolisso qui était dans un rôle de régulateur, qui a quand même pu s'aventurer dans la partie de terrain brestoise, mais comme il n'y avait que Tessman à ses côtés et pas Matic, c'était un peu plus prudent que d'habitude. Et j'avoue que j'aurais bien aimé revoir un Tolisso avec un style là. Peut-être, pour la fin de saison, je sais pas. Mais j'aime bien aussi l'idée de revoir Malik Fofana. Il y a du matériel qui est intéressant, ne serait-ce que pour cette saison. Pour le DS, ce sera soit Genzoui, soit Tolisso. Connaissant Deschamps, je pense qu'il va rappeler Tolisso. J'ai pas envie de dire clipper parce que ça tombera peut-être du mauvais côté de la pièce, mais je pense que Tolisso, Doué, après Akliouche aussi, c'est vrai qu'on va avoir une liste très intéressante. Elle vous manque cette équipe de France, hein, vous vous plaignez et tout, c'est vrai que c'est pas mal de voir ça un petit peu, quoi. Donc à voir ce que ça donne. Bon, mon ami Y, ce n'est pas contre toi, hein, mais c'est juste que nous répéter tous les 2-3 messages que Cherki est le meilleur passeur de Ligue 1, je crois qu'on a compris. Donc désolé, je te bannis temporairement pour éviter que tu spams. C'est, je crois que la 2e ou 3e fois que je fais ça sur un live, mais il faut savoir doser, l'ami. On peut comprendre ton empressement de souligner l'OL, mais tu peux le faire sans répéter le message. Parce que Cherki, oui, ça qui est bien, c'est que Cherki, même s'il se fait pas tout le temps voir, il se met en valeur, il fait des passes D, il a l'origine de pas mal d'actions. Donc c'est ça aussi la marque des vrais bons joueurs. C'est que quand ils sont dans un jour 100 sur 90 minutes, il est capable, paf, un éclair, une déviation, une ouverture de faire la différence. Donc Cherki, très clairement, et pareil Lacazette, tu vois, Lacazette, je le dis, le match il est pas très bon parce que je crois qu'il a beaucoup de déchets, ça pêche, mais bon, autour de lui, c'est vrai que Mikotadze, ça a été compliqué. Je suis pas sûr que le système à 2 attaquants devant pour l'OL ce soit... Après, c'est bien de le tester aussi pour voir un petit peu ce que ça donne, mais dans ce sens, ça a été compliqué. Après, côté brestois,
c'est presque fou parce que avant l'égalisation de Lacazette, il y a vraiment un monde où ça fait 2-3-0 et c'est rideau. Et Brest a vraiment manqué, notamment avec Abdallah Sima, je sais pas s'ils ont assez cru en leur action leur début de match, parce que le début de match de Brest il est vraiment très bon, il est excellent, ils sont hauts pour gêner l'OL, ils récupèrent beaucoup de ballons et j'ai vu un Brest qui à partir du 1 partout a reculé, a moins cru en lui et c'est un petit peu dommage, j'avoue que dans l'attitude. Mais bon, Brest n'a plus rien à jouer à part le championnat, ils sont en lice pour la Pipion League, après j'avoue que pour aller chercher le petit Strasbourg, ça va être compliqué. Et Brest, 10e, t'as le même point que Lens et Toulouse, t'as 4 points de Strasbourg. Faudra voir le calendrier. C'est vrai que quelqu'un a dit qu'il les trouvait émoussés, fatigués. Je pense que Brest a beaucoup de choses à digérer. Je pense qu'il y a une déception authentique en Coupe de France, même si on a dit pour la vanne qu'il voulait tout faire pour éviter de nouveau le PSG. Mais je pense que Brest doit, tu vois, un petit peu... Pour Brest, je pense que ça fait partie des équipes où tu te dis, la trêve internationale, ça va peut-être arriver au bon moment. C'est quoi leurs 2 derniers matchs avant la trêve? Brest, c'est pas mal. Brest reçoit Angers, reçoit Reims. Tu vois, ça peut très clairement faire un 6/6. Et là, t'es totalement dans la course à l'Europe. Donc, pour nos amis brestois, ça va être l'occasion de voir un petit peu cette vérité. Et moi, je le dis, s'ils veulent faire stabiliser le club, petite épopée en conférence, en Pipion League, ils vont se régaler. Les amis, je crois qu'on va aller vers un dossier brûlant, un certain RC Lens, où ça ne va plus du tout. Alors, il faut rendre à César, enfin, il faut rendre à Didier Digard ce qui appartient à Didier Digard, et aux joueurs avrés. Incroyable. Comme la victoire à Lille, personne s'y attendait. Enfin, personne s'y attendait. C'est vrai que tu te dis, vu la forme de Lens, qui a déjà perdu 3 matchs de suite, c'était l'occasion peut-être de mettre une petite pièce sur les Havrais. Mais que le match se termine à 4-3 en étant mené 2-0, en étant mené 3-2, bah juste chapeau aux Havrais qui ont rien lâché, avec les 4 offensifs qui ont marqué, Casimir, Soumaré, Ayou et Hassen Kouta. Donc sincèrement, c'est propre. Et puis bah, surtout, tu réalises le très gros coup au classement en bas, parce que Saint-Étienne n'y arrive plus. Tu repasses devant Saint-Étienne pour la place de barragiste. Donc, et puis je crois que j'ai parlé de PSG Liverpool, mais week-end prochain, il y a quand même un Le Havre-Saint-Étienne qui nous attend, les potes. Hein. Là, vous savez, le fameuse image de Raymond Domenech, l'odeur du sang, tout ça. Là c'est le moment. Là, vous allez adorer ça. Donc, c'est un petit pack tout. Ouais. Saint-Étienne qui enchaîne déplacement au Havre, déplacement à Montpellier. On se l'était dit la dernière fois. S'ils prennent pas 4/6 minimum, je pense que ce sera mal barré pour la suite. Et là, beaucoup de ressources, très intéressant voilà, de ne rien lâcher. Digard, je l'ai dit, je suis pas convaincu du choix parce qu'au final, ça aurait été une saison galère. On sait que ça avance avec des finances qui sont compliquées. Donc, à voir sur la finalité. Mais dans ce championnat où tu as beaucoup d'équipes, on va dire un peu cancre, avec Reims aussi, avec Saint-Étienne, Montpellier, je me dis que ce Havre-là, qui finit par gratter une victoire par-ci, un point par-là, peut s'en sortir. T'as eu la chance d'avoir plus faible que toi, alors que je trouve que l'œuvre a eu beaucoup de moments de creux, qu'ils soient offensifs ou défensifs, mais sur ce match, ils vont chercher une performance notable avec ce but à la 90e minute. Les amis, il leur est grave. Hein. Lens qui vient de perdre son 4e match de suite, rien ne va plus. La plus mauvaise série depuis une certaine saison, 2014-2015. Certains ne suivaient peut-être pas la Ligue 1, mais c'était une saison de Lens qui avait été totalement galère. Avec à l'époque, je me souviens, Cyprien, Bourigeaud, Koulibaly, des joueurs qui découvraient la Ligue 1, où c'était vraiment un effectif jeune, inexpérimenté et pas encore prêt pour la Ligue 1. Depuis que Lens est revenu dans l'élite, c'est quand même plus accompli. Mais c'est vrai que c'est, je pense, depuis la remontée, ouais, il y a eu des moments difficiles, hein, parce que la gestion post-Ligue des Champions, avec, oui, c'est l'année du rouge de Cavani. Cavani qui prend un rouge au Stade de France pour la célébration Sniper, et Fred Thirier qui dit à Nasser, je vais vous sortir mon plus bel accent anglais, sorry for this terrible arbitrage. Donc voilà, là c'était un des moments épiques de ce championnat. Pour revenir à l'actualité, oui, je pense que c'est depuis la remontée, il y a eu voilà la post-2e place, ça a été compliqué
avec un démarrage qui a été compliqué, où ils avaient été 18e, 17e, c'était pas ouf. T'as eu bien sûr la défaite à Arsenal 6-0, t'as eu l'élimination contre le Pana, l'élimination contre Fribourg. Mais là, j'avoue que je suis déçu. Alors, on sait qu'il y a un contexte particulier, que Lens a vécu au-dessus de ses moyens, qu'on se serre la ceinture, qu'on a beaucoup vendu, on a peut-être trop vendu, que Samba, Danso et Kuzanov partent, pourquoi pas, mais Frankowski, dans l'apport offensif, c'était quand même un atout majeur. Et même si offensivement, c'était là où surtout je trouvais Lens faible, là, défensivement, pourtant, tu as énormément de joueurs d'expérience. Là, tu peux même pas mettre sur le dos une sorte d'équipe fébrile parce que tu lances des jeunes. Tu as quand même Grady, 32 ans, Medina qui a plus de 150 matchs en Ligue 1. T'as Malangsar qui a quand même vécu pas mal de choses. T'as Aguilar et Machado. Donc t'as quand même, tu vois, une défense expérimentée. T'avais le retour d'ailleurs de la défense à 3 avec un système un peu francaisien pour relancer la machine. Je trouvais que ça marchait bien au début parce qu'ils mènent 2-0. J'ai retrouvé un Lens avec beaucoup d'envie, beaucoup de générosité. Et voilà, tu te fais rattraper par tes démons, et pour ce club c'est compliqué de se relancer et tout, parce que il y a beaucoup de joueurs qui sont plus haut niveau, qui sont pas au niveau encore. T'as énormément de jeunesse qui est arrivée avec voilà Koyalipou, Agbonifo, Djoumaba, t'as beaucoup régénéré tout ça, donc faut que ça prenne un petit peu de l'ampleur, donc à voir ce que ça donne. Mais j'avoue que le match du Havre, la fin, ça sonnait pour moi, c'est vraiment le match qui signifie un vrai tournant dans l'histoire du RC Lens, l'histoire récente du RC Lens, en mode peut-être que l'Europe, maintenant, pour nous, c'est plus possible, et on devra se contenter d'être une équipe entre la 8e et la 12e place. En fait, ils ont vécu, j'ai vu un bon commentaire de l'ami Karim, ils ont vécu le cycle d'une équipe de Ligue 1 qui arrive trop tôt en LDC. C'est vrai que c'est peut-être ça pour le RC Lens. Je me dis qu'après, tu perds quand même Openda et Fofana, qui étaient deux joueurs incroyables. Tu les remplaces par Wai, c'était pas une mauvaise idée, mais 30 millions d'euros pour Wai, quand tu es le RC Lens, tu te rends compte que tu n'auras plus jamais ce type d'investissement. Et Fofana, c'est Fofana. Tu peux prendre un Andy Diouf, peut-être que dans 2-3 ans, Andy Diouf sera un joueur majeur, mais pour l'instant, on tiendra la comparaison entre les deux, et c'est compliqué pour ce jeune joueur. Alors, Westil plus victime que coupable. À Reims, quand même, il avait un matériel qui était moindre, même s'il y a énormément de joueurs de qualité à Reims quand il était là, avec notamment le duo Balogun-Itoun, tout ça. Balogun, Ito, Teddy Thomas, quand il avait un bon Mounetsi, un bon Matuziwa, ça tournait très très bien. Agbadou, tout ça. Mais là, à Lens, tu vois, il n'y a pas non plus un matériel dégueu. Et je sais pas, mais qui réussissent pas, tu vois, à transformer quelque chose. C'est quand même une épreuve pour Westil. Moi, c'est un coach que j'apprécie. Je l'ai vu faire de bonnes choses à Reims. C'est un coach très ambitieux qui est exigeant envers ses équipes et envers lui-même. Et ouais, je trouve que cette série-là, elle doit lui faire mal. Et je pense que, connaissant le personnage qui est un immense compétiteur, il va essayer de rebondir le plus vite possible, quoi. C'est pas humiliant pour Lens de jouer le ventre mou. Non, je pense que, moi, de toute façon, je le dis souvent, quand je regardais le classement, et que Lens était 6e, 7e, pour moi, 7e, c'est la place de Lens. Qu'il soit un peu plus bas, 8e, 9e, il n'y a pas de scandale. Par contre, attention à comment dire... à ne pas laisser un truc à la dérive. Parce que Lens, là, ils sont sauvés. Enfin, il n'y a pas d'urgence sur le maintien, bien sûr. On ne va pas parler de cataclysme absolu. Mais la dynamique, elle est importante. Si tu termines la saison en perdant beaucoup de matchs et que tu termines plus 13e que 8e, ça a quand même un petit signe pour la suite. Après, on imagine beaucoup de changements qui vont encore s'opérer. Est-ce que Westil sera toujours là la saison prochaine ? On sait que c'est un coach qui apprécie énormément l'Angleterre, donc à voir, quoi. C'est pas le même effectif que celui de Francaise. Non, c'est pas le même effectif, c'est pas la même ambition. Je pense que Westil, quand il signe son contrat l'été dernier, il sait qu'il y a des joueurs qui doivent partir, il y a des changements, mais il récupère quand même un effectif, tu vois, où tu te dis que tu as quelque chose à faire. Et là, je trouvais que sur la première partie de saison, Lens était solide, était vraiment une équipe difficile à manœuvrer.
qui avait tendance à ne pas gagner dans les gros matchs, mais même contre les équipes du top 7, je crois qu'ils ont pris qu'un point ou deux, enfin c'est vraiment un bilan désastreux, mais qui faisait le taf contre les équipes à sa portée. Là, tu ne fais même plus le boulot contre Nantes, contre le Havre, donc c'est là où, attention, ça peut être difficile. Est-ce qu'il s'attend à perdre Kuzanov et Danso? Danso, oui, parce que Danso, n'oubliez pas que le 31 août, il devait signer à la Roma. Ça n'a pas été fait à cause d'un aspect médical. Danso, ça a été reporté de 6 mois. Kuzanov, je pense que Wisty n'est pas bête. Il a vu que la plus-value pour Lens était inouïe. 45, 50 millions d'euros. Il ne va pas s'asseoir là-dessus. Après, Frankowski, Samba, je pense que Frankowski, c'est vraiment le coup de massue. Parce que Frankowski, tu le perds après la fin du mercato, comme le marché est encore ouvert en Turquie, tu ne peux pas le remplacer. Et moi, pour avoir vu pas mal de matchs de Lens, Frankowski, c'était top 3 des joueurs les plus importants. Le nombre de centres, le nombre de passes utiles, le sérieux de ce joueur, là, c'est là où je pense que Lens a beaucoup a subi le vrai contre-coup. Et d'ailleurs, depuis qu'il est parti, je crois que ça fait que des défaites. C'est 4 défaites de suite. Et très bon tireur de pénaux. C'est bien de souligner, quoi. Danso, il est passé de voulu par le Bayern, la Roma, puis Tottenham. Après, lui, il est content. Il arrive en PL et tout. Il va se faire une bonne petite virée outre-Manche. Quelle solution? En plus, là, je crois que tu vas au Vélodrome. T'as pas Fulgini, t'as pas Thomasson, t'as pas Enzola, t'as énormément d'absents. Donc, le visage et le 11 aligné au Vélodrome, je suis vraiment curieux. On sait que c'est des matchs un peu spéciaux entre Lens et Marseille. Il se passe beaucoup de choses. C'est des matchs vivants. Donc... à voir ce que ça va un petit peu donner. Medina suspendu, ah ouais, là c'est... Il n'y a plus qu'à rechausser les crampons pour Wistil. Lui qui a eu une carrière de joueur en 3e, 4e division belge, il va pouvoir aider ses partenaires. Mais oui, je pense qu'il fallait mettre l'accent sur le RC Lens parce que c'est assez dingue. La chute soudaine de ce club. Après, il y a des motifs pour l'expliquer, à savoir que le mercato a été... On a beaucoup régénéré. Changer une équipe en cours de saison, ça a double tranchant. On peut le voir avec Rennes, parce que Rennes, t'avais besoin. Lens, même si Lens n'était pas candidat à la LDC, c'était quand même un candidat à l'Europe, bien installé. Et là, on peut voir que ces changements, ça a beaucoup perturbé. Moi, je pense que on a évidemment une équipe... qui peut essayer d'aller chercher, pourquoi pas, une Conference League. Mais là, vu la dynamique entre Strasbourg, Lens, et là, tu as aussi Brest et Toulouse dans la bagarre, ça va être chaud, quoi. Ça sent le scénario où Lens gagne 2-0 et 2 Zerbi se fait expulser. Ah ouais, moi, j'en ai connu des matchs fous dans la Ligue des Talents, mais celui-ci, là, j'avoue que pour moi... Mais souvent, c'est ça qu'on aime dans ce sport aussi imprévisible que le foot. C'est là où on se dit que ils ont un coup à jouer, ça peut terminer dans l'autre sens. On continue notre petit tour d'horizon. On va aller du côté de Monaco avec bien sûr une 4e place, victoire, défaite, mais Monaco se reprend contre Reims qui est Reims qui nous fait une saison un peu bizarre parce que demi-finale de Coupe de France, t'as un match à Cannes à disputer, donc même si pour moi contre le Cannes qui met des buts de folie à chaque tour, ce sera pas évident. T'as quand même la possibilité d'aller chercher une place, une finale de Coupe de France, et pour ce club, c'est pas rien. Et oui, bien sûr, que quand on parle de Monaco, on est obligé de parler de l'incroyable Mika Biereth. Mika Biereth, vous vous rendez compte, les gars, hein, il a mis 3 triplés dans le mois et il n'est pas nommé. Ça veut dire, moi je pense, après peut-être que je me trompe, ça veut dire qu'il y a des mecs en Ligue 1, et j'avoue que je regarde beaucoup de stats, beaucoup de matchs, mais j'ai pas vu de mec qui avait mis 10 passes décisives en un mois, j'ai pas vu un mec qui avait mis 15 buts en un mois. Il y a quelque chose qui doit m'échapper, les gars, parce que c'est pas normal. C'est-à-dire qu'on a d'autres aliens qui ont marché très très fort comme Mika Biereth. Non, après bien sûr que c'est pas normal. Je me demande quel est... le timing de la nomination, parce que est-ce qu'ils ont pris en compte le triplé contre Reims, mais quoi qu'il arrive, même avec 6 buts, et vu ce qu'ils montrent, ça aurait dû être tous les jours nommé, quoi. Alors, Dembouz, il est présent, normal, parce que Dembouz marche sur l'eau. Il y a Hakimi et Gouiri. Gouiri est quand même pas mal sur ses débuts au global avec l'OM. Hakimi est bien. Quelqu'un l'a dit, ça aurait pu être Biereth, Dembélé, Tolisso, ça m'aurait plu. Si ça avait été Biereth, Dembélé, Hakimi, Biereth, Dembélé, Gouiri, ça m'aurait aussi plu.
il y a un article de l'équipe, effectivement, le dernier n'est pas pris en compte. Bah, c'est là où tu te dis qu'il faut réformer les trucs, parce que le 28 février, ça compte dans le mois de février, donc, parce que le mec, il a quand même sorti un mois stratosphérique, donc c'est vraiment regrettable. Et non, le match contre Reims, si on veut aller plus loin, il aurait même plus marqué un quadruplé, un quintuplé, parce qu'il y en a une ou deux qui loupent. Il y a un arrêt de Yvan Diouf, et il y en a une qui loupe où ça passe à côté du montant droit du gardien de Reims, mais toujours bien placé. Et puis la qualité des buts, quoi. Le centre de Caio Henrique exceptionnel sur le premier, qui est remarquable. Le deuxième où il réussit à enchaîner avec un contrôle porte-manteau aérien dans la surface et terminer tranquillement. Le troisième, bon bah évidemment c'est le tap-in, parce que là il avait plus personne en face, mais bravo à lui, parce que encore une fois, Monaco qui va chercher un neuf à l'étranger, on sait qu'il y a toujours une période d'adaptation pour des joueurs de ce type. Des mecs qui peuvent prendre plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs mois. Et Biarritz, ça a été assez immédiat. Et je me dis que ce neuf qui enchaîne en Ligue 1 la saison prochaine et tout, je pense qu'il peut avoir un... Vous savez, on parle de plafond de verre, jusqu'où peut aller un joueur. Les limites de Biarritz, je suis curieux de voir ce que ça donne. Vraie question, Pipion. Si Reims gagne la Coupe de France mais est relégué en Ligue 2, est-ce que leur qualification d'Europa League est annulée? Non, mon cher. C'est déjà arrivé que des clubs promus comme Lorient en 2002 gagnent la Coupe de France, soient relégués en Ligue 2 et aillent en Ligue 1. Enfin, en Ligue 1, en Coupe d'Europe. Donc, si Reims le fait, malgré la relégation en Ligue 2 BKT, ils pourront jouer leur petit tour de Coupe d'Europe. Ouais, 13 millions d'euros pour déjà se rendu. Ouais, c'est ça. Il est déjà dans le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1. Même plus loin, hein, je crois qu'il est dans le top 8, parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs... Enfin, il est parmi un groupe de joueurs qui ont mis 10 buts avec Laborde, Guessant, tout ça. Et bien sûr... bluffé par son match. Monaco devait se rendre la rencontre facile, parce que bah voilà, tu sais que contre ce type d'équipe, ça joue bas, ça essaie de gratter 2-3 ballons, et on a vu d'ailleurs un Kerrer qui perd un ballon, très dangereux, Nakamura qui sert Ito, qui est trop court, très bon retour de Kerrer qui se rattrape, mais Monaco, voilà, qui est une équipe avec un seul match à jouer, ça peut nous faire un sprint final en boulet de canon, comme ils savent bien le faire. T'as un neuf qui tourne très très bien, t'as un effectif où tu joues plus qu'un match par semaine, t'as un petit peu de profondeur de banc maintenant avec Mousrati, tout ça, donc ouais, ce Monaco-là peut être une équipe assez déstabilisante. Il y a une belle lutte pour le haut du classement, mais vraiment j'adore. Je l'ai découvert en Champions League, Biarritz, et là à Monaco, j'adore quand ils jouent, c'est sympa, pas de chichi, pas de gestes ou de célébration de perfus, j'aime ça. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est vrai que moi aussi, le fameux match que j'avais vu, c'était le Lille Sturm Graz, où il y avait beaucoup plus. Je dis, il est bon ce petit neuf devant. Et Biarritz, vous savez, il a un parcours assez ouf, hein, parce qu'il est formé à Arsenal, il a été à Fulham, il a été prêté aux Pays-Bas, il a fait l'Autriche, il a fait la Ligue 1, il a déjà connu 5 clubs, il a beaucoup bougé. Et dans ce genre de profil, je dis, bon, ça peut être un peu casse-gueule, mais lui, je pense que ces différents championnats, ça lui a servi, parce que je trouve la palette assez complète. Et hâte de voir, comme je vous le dis, Biarritz, j'ai pas envie pour l'instant de lui fixer de limite, j'ai déjà envie de voir sur les 10 derniers matchs combien de buts il peut encore nous mettre, et sur une saison complète, là par contre j'ai vraiment hâte. Et pareil, hein, la reconstruction de Monaco, on s'attend à un départ d'Akliouche, pourquoi Ben Seguir, voir les joueurs qui vont chercher pour remplacer surtout Akliouche, ça va être déterminant. Reims, c'est quand même aucune victoire en Ligue 1 depuis le 10 novembre. Je pense clairement que ça va descendre. Ouais, non, mais Reims, c'est de la folie. Je vous ai dit qu'ils allaient jouer en plus à Brest, donc ça va être un déplacement assez... tu vois, les prochains matchs de Reims, en vrai, Reims reçoit Auxerre. Donc tu vois, là, c'est très clairement prendre les 3 points qu'il faut pour enfin un peu respirer. Mais Auxerre, tu sais que ça va être compliqué parce qu'ils peuvent te piquer en contre. Tu vas à Brest... Après la trêve, tu reçois l'OM, tu fais ta demi-finale de Coupe de France, et les 7 derniers matchs, puisqu'on est là pour Reims, pour voir si c'est cassé. Ils jouent pas mal à domicile, et il y a quand même 2 matchs qui vont m'intéresser. Ils reçoivent Strasbourg, ils vont à Lens, ils reçoivent Toulouse, ils vont à Montpellier, ils vont à Nice, ils reçoivent Saint-Etienne, et ils vont à Lille. Il y a sur les 4 derniers matchs, il y a Montpellier-Saint-Etienne. Si tu prends 6 points là, je pense que tu seras normalement sauvé, mais est-ce que ce Reims-là, contre une équipe malade,
quand il y a une équipe vraiment malade, peut le faire, quoi. Donc, on va voir ce que ça donne un petit peu. Mais oui, Reims, comme je l'ai dit, il y a une belle parenthèse enchantée avec la Coupe de France, mais la gestion de la Ligue 1 et la dégringolade de cette équipe, Reims, c'était avec Lens, l'équipe qui travaillait bien, avec Lille aussi, l'équipe qui était sérieuse, qui avait du bon mercato, qui avait des petites ambitions européennes. Et bon, s'ils ne se qualifient pas en Europe, c'est pas grave, mais tu vois, lors de la saison Covid, ils l'ont fait. Et sincèrement, je suis interpellé parce que, ouais, comme tu dis, attention à ne pas se faire sortir par Cannes en demi. Cannes sera tout sauf un cadeau là-bas, quoi. Reims a des qualités, je les vois bien se maintenir avant la dernière journée. Bah, mon cher Samir, tu vois des qualités que moi j'ai du mal à voir en ce moment. J'avoue qu'à moins d'un coup d'éclat de Nakamura, pour moi, et Yevan Diouf qui fait son match, c'est très très dur. Donc force au Rémois pour cette aventure. On va... on parle de maintien, on parle de course à l'Europe. Je vois qu'il y a un beau petit Saint-Étienne-Nice qui nous intéresse. Que retenir de ce match? Un petit peu la même lecture comme d'habitude pour Saint-Étienne, avec une bonne première mi-temps. Tu parviens à accrocher une équipe top 3 de Ligue 1. Tu as du contenu qui est intéressant. Et puis patatras, et puis la déconcentration, l'erreur de Nadé, seconde période qui était un peu avec deux lignes coupées, c'était un petit peu difficile. Et puis la défense, quoi. Alors, entre Saint-Étienne et Montpellier, qui encaissera le plus de buts, c'est un petit peu le jeu jusqu'à la fin de saison. Et c'est vrai que Nice, pour la période, ils font pas un bon match. Francaise a poussé un coup de gueule justifié dans les vestiaires, parce que vraiment, c'était pas le Nice qu'on reconnaissait, qui était une équipe sérieuse, appliquée et qui savait faire mal en contre. Ça a mis du temps pour Nice un petit peu de se lancer, mais seconde période, une fois qu'ils ont trouvé leur rythme, ça a été beaucoup plus efficace. Et moi j'adore par exemple le troisième but de Guessant. J'ai parlé de vitesse d'exécution tout à l'heure sur la frappe de Doué, mais la frappe de Guessant, pareil, tac tac, ça va très très vite, ça s'enchaîne bien. Rat de terre pour l'Arseneur, quand ça part à cette vitesse-là, c'est quasi impossible d'aller la chercher. Faut vraiment avoir une détente ou une allonge comme un Courtois. Mais ouais, ce Nice-là n'a pas fait un grand match, mais fait un match d'équipe qui gagne les points qu'il faut contre une équipe qui est malheureusement malade. Et c'est vrai que sous Horneland, le rythme il est bizarre. Après, moi j'ai toujours dit, Horneland c'est un coach qui a apporté quelque chose de différent dans le jeu à Saint-Étienne. Quelque chose que je trouve positif, mais... voilà, c'est ça, c'est Saint-Étienne. Il faut passer par je ne sais combien de changements de joueurs pour espérer avoir une équipe potable en Ligue 1, quoi. Assez déçu du mercato, qu'il soit d'été ou estival, pour une équipe qui a eu du mal à vraiment trouver les défenseurs qu'il faut, parce que c'est bien de faire revenir Cardona, mais pour moi, la priorité c'est la défense quand tu vois Saint-Étienne. Merci beaucoup au frérot 350 Youth, la famille, pour le petit raid. Merci beaucoup, mon gars. Et installez-vous, vous arrivez sur le meilleur du débrief. Là, on va faire les matchs. On va faire du Auxerre-Strasbourg, du Angers-Toulouse, du Montpellier-Rennes. Vous sentez cette bonne odeur de Ligue des Talents du dimanche 17h15, le bon petit multiplex? Vous êtes en plein dedans, installez-vous. Non, je disais Saint-Étienne, Nice qui a été revenu à hauteur justement de l'OM et qui reste une équipe assez dangereuse, mais je pense que Francaise est conscient que cette équipe peut encore progresser, et le fait d'avoir fait une mi-temps bien, une mi-temps médiocre comme la première, ça doit le titiller, et je pense qu'il va vouloir aller chercher quelque chose de mieux. Et moi, après, Saint-Étienne, tu vois, c'est ouf, mais j'ai adoré le but de Saint-Étienne. Le but de Saint-Étienne est trop bien construit, entre Bouchoirie, l'action... Stassin, Mouefek, le redoublement, Stassin qui s'ouvre une ouverture pour marquer un but facile. Et je me suis dit que moi j'aime beaucoup Stassin. Stassin, je pense qu'il a un vrai bel avenir dans un football de première division. Ah, le petit fond, bah oui, bien sûr. Bon, le fond va changer, encore une fois. J'ai pas eu le temps de mettre l'asset qu'il faut, parce que voilà, on était pressé après avoir apprécié l'incroyable De Zerbi récité contre Nantes. Mais vous en faites pas, ça évolue. On progresse. On est une équipe de Ligue 1. On grandit au fur et à mesure. Non, ce que je voulais vous dire aussi, Bouchoirie, j'ai vu quelqu'un se demander pourquoi est-ce qu'il était encore à Saint-Étienne. Bouchoirie, j'en appelle aux dirigeants de clubs de Ligue 1 qui jouent le top 6, il faut que ce joueur reste dans le championnat. Vraiment. Je n'ai pas envie d'avoir une notif l'équipe
le 2 juillet 2025. Avec Bouchoirie d'accord avec Naples, Bouchoirie d'accord avec Francfort, Bouchoirie d'accord avec le Betis Séville. Bouchoirie, alors Simon, RC Lens, c'est très très bien. Malheureusement, je pense que ce ne sera pas financièrement possible. Et Bouchoirie, je suis Monaco, je vais dessus. Je suis Nice, je vais dessus. Je suis Lille, je vais dessus. Et l'OM, il commence à avoir un petit embouteillage au milieu de terrain, mais capter un tel talent, ce serait pas bête. Donc, il ferait pas tâche chez nous à Nice de ce que j'ai vu ce week-end. Non, mais c'est vraiment... Il y a des joueurs comme ça, vous savez, dans des saisons, des mauvaises saisons, ils ressortent. L'exemple qui me vient en tête, c'est bien évidemment Lassana Diarra à l'OM en 2015-2016. Un mec qui marchait sur l'eau au milieu d'un collectif et de joueurs qui n'étaient pas du tout. Et Bouchoirie, pour moi, c'est la même impression dingue en termes de ce joueur. Il y a vraiment à chaque fois des bons matchs à aller piocher de chez lui. Enfin, très très peu, je l'ai vu passer à côté. Et ouais, ce qu'il réalise, c'est très très fort. Ouais, vraiment, je vous le dis, je suis bluffé parce qu'il a réussi à le faire encore plus, quoi. Après, pour bien le connaître et l'observer de près, il a encore certains problèmes sans ballon pour franchir un gros cap tout de suite. Ouais, je pense que ce genre de truc, ça peut venir peut-être avec un Francaise, avec un autre style de jeu. Mais sur ce qu'il me montre, moi, le jeu en Ligue 2, je trouve intéressant, mais je pensais pas qu'il serait aussi fort en Ligue 1. Je vous avoue qu'il me bluffe à ce niveau-là. Donc, Bouchoirie, c'est du gros crack. Ouais, comme d'hab, le calendrier de Saint-Étienne, ça dit quoi pour les petits verts? Le match, du coup, au Havre. Ah bah voilà, on y est, le moment de vérité, les gars. Dimanche prochain, 17h15, Le Havre-Saint-Étienne. Dimanche 16 mars, 17h15, Montpellier-Saint-Étienne. 4 points minimum. Et si tu veux vraiment t'offrir un matelas, c'est 6. Mais s'il n'y a pas 4 points, le maintien, aïe. Parce que derrière, t'as quoi? Tu reçois le PSG, tu vas à Lens, tu reçois Brest, tu reçois Lyon, tu vas à Strasbourg, tu reçois Monaco, tu termines par Reims-Toulouse. Ça peut aller, mais tu sais qu'il y a la période entre Paris et Monaco, il y a moyen que tu gagnes pas beaucoup de points. Donc là, c'est vraiment le moment où il faut aller chercher ce qu'il faut, quoi. Le Pipionico, le ASSE. Alors écoute, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, mais jamais j'aurais cru être associé à un match Le Havre-Saint-Étienne. Donc il faut tout dans la vie. il faut de tout. Non, bah écoutez... Nice qui a fini par prendre l'ascendant avec, j'ai bien aimé les matchs de Bard, de Klaus, d'Alichaud, de Guessant surtout, mais à voir sur la durée pour Nice. Et il y a un très intéressant Nice-OL qui arrive dimanche soir, petit choc du haut du classement, avec beaucoup d'enjeux de chaque côté. Donc ce petit match du dimanche soir, il va être sympa à suivre. On termine avec du coup nos matchs du dimanche soir. Auxerre-Strasbourg. Alors... Auxerre-Strasbourg. Est-ce que je peux faire le sondage dans le chat? Alors, il faut qu'on revienne sur le fameux geste d'Abakar Silla. D'Abakar Silla, je vais faire le petit sondage. Trouvez-vous le geste d'Abakar Silla honteux? Parce que moi j'ai posté, parce qu'évidemment, on rappelle, 95e minute, Strasbourg qui mène 1-0, long ballon, et Ahmed Traoré Junior part dans le dos de la défense strasbourgeoise. Abakar Silla n'a pas le timing pour mettre la tête et prend le ballon de la main comme ça, et voilà le dévie. Alors déjà assez fou de voir cette situation en Ligue 1, même tout court, parce que c'est assez rare. Bien sûr, on pense à Suarez et tout. J'ai posté le geste et j'ai dit, voilà, un geste de bandit, parce que c'est un geste de bandit, c'est un truc qui est honteux au possible. Enfin, pas honteux, parce que trouvez-vous le geste honteux, qui est, voilà, faut pas faire, enfin, c'est pas beau, c'est pas fair play, tout ce que vous voulez, mais dans l'autre sens, ça annule une action. Il a pris carton rouge, il va prendre ses matchs de suspension. Et voilà, j'ai posté ça en disant entre parenthèses, il a eu raison de faire ça. Bien sûr qu'il a eu raison. Il perdait le ballon. Un Ahmed Junior Traoré, qui est un attaquant qui se régale depuis pas mal de semaines en Ligue 1, un face-à-face, même si Petrovic est un vrai bon gardien en ce moment.
Ça aurait pu ne pas faire but, mais t'es à la 95e minute, t'es dernier défenseur, bah vas-y. Il a pas blessé Ahmed Julien Traoré, il a fait juste un geste qui est pas beau à voir, mais au final, ça rapporte les 3 points. Et sincèrement, j'ai vu des réactions, mais c'est ouf, c'est toujours la même situation. Les Auxerrois, si c'était Djoubal qui avait fait ça, dans la configuration, peut-être que vous aurez dit c'est moche, mais ça fait gagner 3 points. Pareil, encore une fois, Suarez Le Ghana, parce qu'évidemment, c'est l'exemple ultime. Exactement, c'est dégueulasse, c'est pas fair play, c'est moche, ça brise une histoire, tout ce que vous voulez, mais ça paye, c'est bien jugé par l'arbitre. Voilà, tant que l'arbitre sanctionne. Moi, si, je sais pas moi, France-Argentine 2026, les retrouvailles, on a Jules Koundé qui il voit Julian Alvarez partir seul alors qu'on peut préserver soit les tirs au but, soit la victoire, et qui met la main, mais bien sûr que ça devient un héros, mais bien sûr que c'est le roi du pays. Les gars, c'est pas des bisounours. Enfin, on parle de sacrifice, on parle de gestes forts, et il faut le faire, faut l'assumer. Faut savoir que derrière, tu vas être critiqué, tu vas être mal vu et tout, mais à ce que je sache, les règles du jeu, elles sont faites pour que si tu fais ça, tu prends ton rouge, tu prends ta sanction, et puis on passe à autre chose, quoi. Donc, j'ai vu beaucoup de réactions, les gens étaient en mode... un peu genre choqué, bah ouais les gars, après il l'a fait, voilà, l'Omerca, le high kick du goal de Millwall, voilà, le goal de Millwall qui envoie Mateta à l'hôpital, le pauvre Mateta, KO sur civière qui ressort de l'hosto avec 26 points de suture, ça c'est honteux les gars, ça on peut mettre la forme. Un Abakar Silla qui prend le ballon de la main pour empêcher Junior Traoré de filer au but, c'est un voyou, c'est un vagabond, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas... C'est pas une immense crapule comme on a pu le voir, le gardien. Et oui, Mateta s'est retrouvé avec 26 points de suture. Il est sorti de l'hôpital d'ailleurs, force à lui pour le rétablissement, mais c'est pour vous dire un petit peu ce que ça fait. Donc, écoutez, je suis content de voir que vous allez plutôt dans mon sens, parce que j'avoue que je peux comprendre que ça choque parce que c'est pas beau à voir, mais... ça fait gagner son équipe, ça sauve. Voilà. On avance quand même dans le bon sens. Et sinon, bah, Strasbourg qui confirme, Strasbourg qui est sur une série assez impressionnante. Hein. On est sur 10 points pris sur 12 possibles. On a une défense qui encaisse très peu de buts. Et c'est vrai que c'est l'atout majeur de Strasbourg désormais. C'est une défense qui est assez hermétique. 5 buts pris sur les 11 derniers matchs. Petrovic, qui est vraiment un des meilleurs gardiens de cette année 2025 en Ligue 1. Ça nous met un peu dans la mouise pour la suite de ce rouge. Mais bon, ouais, c'est vrai qu'il y avait Omo Bamidele qui a une blessure. Il y a pas mal d'absents et tout. Donc, à voir un petit peu sur l'état de la défense strasbourgeoise. Yous, en début de saison, on avait rigolé quand il disait Strasbourg européen. C'est vrai. Même moi, je l'ai dit. Moi, je pensais que Bluco ne serait pas patient avec Rossignol et qu'il le gérerait. Et Rossignol est peut-être parti pour nous faire une des plus belles saisons de l'histoire récente de Strasbourg. Donc, comme d'habitude, les menottes. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, les prédictions. Il faut y aller. Si on se trompe, pas grave. Si on a raison, tant mieux. Mais ça fait partie de ça, quoi. Avec 4 clean sheets d'affilée. Et Petrovic qui en sort encore 2-3 ce soir. Une sur Sinayoko, une sur Julien Traoré. Je sais plus s'il y a un coup de pied arrêté dans l'eau, mais Petrovic, impressionnant. Et oui, quand tu vois les galères de gardien à Chelsea, après Petrovic, c'est bien parce que c'est un joueur expérimenté qui est plus âgé que les autres. Il a 25 ans. Donc ça leur fait du bien d'avoir ce type de joueur aussi à nos amis strasbourgeois. Et ouais, pour la lutte à l'Europe, alors franchement, ce Strasbourg qui irait pourquoi pas en Pipion League avec son armée de jeunes joueurs, vraiment curieux quoi. Et très belle progression. Bah, quand tu vois la différence entre Vieira et Rossignol, c'est là où je tire mon coup de chapeau à Bluco. Déjà d'avoir arrêté avec Vieira parce que très clairement, ça avait frôlé le maintien, c'était pas ouf la saison dernière. Et puis là, tu vois des joueurs qui progressent, tu vois un état d'esprit qui est fort. Bah, tu vois des joueurs. On a parlé évidemment Emega, 11 buts cette saison, très très bon. Mais genre un mec comme Diego Moreira, c'est peut-être la plus belle progression inattendue de la saison. Le mec, on l'avait laissé à l'OL sur des bouts de match insignifiants. Tu disais que le mec, tu te demandais s'il était prêt pour le monde pro. Et là, il revient dans un rôle différent, latéral piston. Et il est très performant. Il apporte, il fait des bonnes passes, il centre, il a une activité, il dribble. Ah, c'est fort. C'est très très fort. Moi, j'aime beaucoup l'état d'esprit de ce Strasbourg-là qui donne envie
pour la suite. Emega qui devient l'antagoniste ultime et qui donne la vie à ce championnat. Ouais, Emega et ses célébrations et son vocabulaire, j'aime beaucoup l'attitude de ce joueur. Ça manque encore de régularité pour certains joueurs, surtout devant, donc une fois que ce truc sera réglé, ça peut faire très mal. Oui, je suis d'accord. Après, moi je te dis, justement, cette régularité, souviens-toi à l'automne, hein, quand il perdait pas mal de matchs, quand on commençait à se dire est-ce que Rosnier va continuer, je trouve que Strasbourg a extrêmement bien rebondi et a su progresser, grandir en l'espace de quelques mois, semaines. Et moi je suis... Ah les gars, je suis bluffé. Ah, je vous le dis, ce Strasbourg-là, je n'attendais pas à ce qu'il soit... Je me disais que bien sûr, avec le contexte de la Ligue 1, avoir un Chelsea, un Bluco derrière pour faire des investissements, aller chercher des jeunes joueurs prometteurs, ça t'offre beaucoup de bonnes possibilités. Mais est-ce que dès la deuxième saison, soit un candidat à l'Europe, j'avoue que je ne m'y attendais pas. Ouais, Mamadou Sarr, très très fort, je suis d'accord avec vous. Excellent joueur aussi. Abid Diarra, André Santos, on est sur un des meilleurs milieux de Ligue 1. Ouais. Et à voir, la blessure d'Abid Diarra, ça peut être compliqué par la suite. Oui, je serai sur hors-jeu demain, mon cher Simon. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir un petit peu? Bon, là, on a 2-4-0, alors 2 matchs qui ont tourné vraiment à la correction. Le Montpellier-Rennes. Montpellier qui était pas loin. Encore une fois, en fait, je l'ai dit, hein, les matchs de Montpellier se suivent, se ressemblent. Vous regarderez, hein, Montpellier fait une bonne mi-temps, une bonne entrée, et après... il n'y a plus rien, il n'y a plus de gaz, ça s'effondre, ça prend 1, 2, 3 buts et après, rideau, on passe au truc suivant. À quelques centimètres de mettre 2 buts, c'est vrai. Le premier but, c'est passé quoi? Je crois que c'est hors-jeu, non? Je crois que c'est hors-jeu sur celui de Delors, de mémoire, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de trucs refusés, tout ça. Et Montpellier, ouais, ça sent un petit peu la fin d'haricot dans l'attitude défensive. Seconde période, que ce soit le match de Montpellier, tout ça, enfin, le match de Lyon, déjà, ça avait pas mal abandonné. Côté Rennes, écoutez, il y a quand même une période qui est intéressante. On peut voir que le calendrier était plutôt propice à Habib Beye. Quand tu fais, à part la réception de Lille, bon, t'as Strasbourg quand même dans le lot. Hein. T'as quand même eu Saint-Étienne, Reims, Montpellier. Tu fais 12 sur 15. On voit que Rennes, sans être parfait, s'échappe d'une zone très tendue où ils étaient. Donc déjà, là, tu peux commencer à travailler un petit peu pour la suite. Et alors, non, mais je suis d'accord avec toi, Stradrick. Je trouve que c'est pas folichon, mais je pense que l'urgence de Rennes, c'était d'abord de se mettre la tête à l'endroit et de retrouver ne serait-ce que des résultats, un semblant d'équilibre. Et que tu vois que cette équipe, elle est largement perfectible. Il y a des joueurs où je me dis que ça peut encore un petit peu grandir et tout, mais quand tu vois ce nouveau Rennes, tu te dis que Djaoui Cissé et Jacquet, c'est épatant. Franchement, les deux, ils confirment, surtout Djaoui Cissé, que le but... Quand tu vois sa période, lui, c'est la confiance, il enchaîne bien et ça déclenche quelque chose de très intéressant. J'ai bien aimé aussi la première de Rouault, même si il est sorti, on sait qu'il revient d'une longue blessure à la cheville. Brassier, je trouve qu'il rassure plutôt. Après, c'est vrai que Seko Fofana a marqué, mais il faut voir s'il revient lui aussi un jour à 100% physiquement. Est-ce que tu peux continuer à te projeter avec Truffert, jusqu'où peut aller un Jordan James, Assignon, Blas, tout ça? Je pense que ce Rennes n'est qu'au début vraiment de cette nouvelle ère où tu repars de très très bas. On a, pour la première fois, ça fait longtemps que on n'avait pas vu un Rennes aussi dans le rouge. Hein. Ça fait depuis peut-être le début des années 2000 où ça a été vraiment compliqué. Le Albert Groenbeek de Braque qui nous intriguait beaucoup, il est parti à Southampton. Donc le pauvre, ça change. Et oui, on avait vu un gros mercato hivernal et ce Rennes-là profite, je trouve, d'un calendrier qui était à sa portée pour se relancer, et c'est ce qu'il fallait, quoi. Mais c'est les matchs que sous Sampaoli, sous Stéphane, de temps en temps, ils ne gagnaient pas, quoi. Donc, à voir pour la suite. Rennes, du coup, Rennes, c'est intéressant le calendrier, parce que Rennes reçoit le PSG entre les deux matchs de LDC. Saïdou, il s'est fait les croisés, donc on le reverra pas cette saison. Rennes va à Lens, ensuite t'as du Angers, du Auxerre, du Havre et du Nantes. Après la trêve, t'as Angers, Auxerre, Le Havre, Nantes. T'as encore un calendrier qui peut te permettre de pourquoi pas, parce que ça c'était la prédiction osée. Hein. Est-ce que Rennes peut revenir sur le haut du classement, ce qui serait assez dingue, hein, compte tenu d'où est-ce qu'ils sont partis. Rennes
Alors, si on prend en compte que Strasbourg sera 7ème et que le PSG gagne la Coupe de France, du coup, tu auras 7 places en Coupe d'Europe, tu as 8 points de retard sur Strasbourg, qui est une très bonne équipe. Ça va être tendu quand même. Ça va être tendu. Ma chance, c'est qu'Ofana, avec son 3e jaune, sera suspendu à Lens. Putain, les retrouvailles, c'est dur. On le voulait, le retour de l'actionnaire Seko Fofana à Bollaert pour l'histoire. Dommage, ça aurait donné quelque chose d'assez intéressant. Mais écoutez, Rennes avance. Pour moi, c'est logique de repartir comme ça. C'est pas une équipe flamboyante. Je pense qu'Abibey apporte un cadre et à voir ce que ça donne. Ben, on disait pareil pour l'an passé. Mais moi, je l'ai dit, il faut prendre le risque maintenant. Est-ce qu'Abibey est capable de nous faire une pierre sage? La comparaison, elle peut se tenir. Après, faudra voir un petit peu sur la différence de calendrier, quoi. Rennes va faire tomber le Grand Paris. Bah, le problème, c'est que Paris va envoyer des remplaçants. T'auras peut-être du Guevara, t'auras des remplaçants de qualité. Hein. Ça va être chaud quand même pour cette équipe. Mais après, il y aura quand même un beau turnover, donc peut-être que Rennes pour en profiter, qui sait. Et puis, dernier match à voir. Grosse victoire de Toulouse, parce que Toulouse, on parle de la lutte pour la Coupe d'Europe. Ils sont là, alors 4 points de moins que nos amis strasbourgeois, mais Toulouse 8ème. Voilà, la petite prédiction du début de saison. Toulouse qui nous a fait un petit coup de mou, avec pas mal de points perdus en route, mais Toulouse qui enchaîne un 2e succès de suite, qui revient à hauteur de Lens et Brest, et qui est à 4 points de Strasbourg, donc à voir. Moi je l'ai dit, c'est une équipe qui est intéressante sans Coupe d'Europe, qui marque pas mal. Le premier but de notre ami Cresswell, qui a un abattage dans les duels aériens assez fou. Donc une très très belle opération avec Magri qui marque son 2e but de suite. Lui, ça va faire du bien parce qu'il a vraiment traversé la vraie traversée du désert. C'est bien pour Strasbourg de pouvoir gagner Strasbourg, pour Toulouse de gagner des matchs sans les joueurs qu'on connaît, hein, les Gbo, les Abouhal, les King, qui étaient les 3 offensifs un peu déterminants. Je trouve que il y a eu quelques ajustements avec notamment Donum qui est passé piston et une équipe qui est, ma foi, intéressante à suivre. Alors le match était on sentait une domination en première période de ce que j'ai vu, mais retour des vestiaires, ça a nettement accéléré pour Toulouse. Et Angers qui, sur ce genre de match, des fois peut résister à l'adversaire, a totalement plié. Ouais, Toulouse 8 en 8 de match, c'était inespéré. Ouais, pas mal le petit Djouma. Mais c'est vrai que sur cette deuxième partie de saison, on voit des joueurs comme Camvo, Jedi Camvo émerger, on voit Noah Djouma. C'est bien de la part de Martinez Novel de faire confiance à cette formation toulousaine. On a vu avant la relégation et après des Manu Koné, des Giannis Santiste, des comment il s'appelle, Hamid Adli émerger, Bafodé Diakité qui est parti au LOSC. On a parlé de formation intéressante à Nantes, à Rennes, mais à Toulouse, il y a aussi de vrais bons petits joueurs qui vont performer, quoi. Malheureusement, je vais pas faire le débrief de Laval-Martigues, mon cher. Par contre, on termine toujours le débrief par, vous le savez, la fameuse équipe type. On va aller dessus pour terminer en beauté, les amis, avec, comme toujours, beaucoup de choses à dire. Là, j'ai pas eu le temps parce que malheureusement, il y avait le match, tout ça, de me noter un petit peu les joueurs qui sortent du lot. Donc je vais compter sur vous. Moi, j'ai ma petite idée en tête sur les noms à mettre en avant. Je pense qu'au cage, je vais mettre Petrovic. Hop. Devant, Biarrette, hein, bien sûr. C'est difficile d'échapper à un mec qui met encore un triplé. Est-ce qu'on mettrait pas le Strasbourgeois qui a fait la main? C'est vrai. Bon, on va mettre Désiré Doué quand même, qui a été incroyable. Je pense que je vais mettre João Neves aussi. Diawy Cissé, très très bon avec le stade rennais. Ah, est-ce qu'il a sa petite photo, le petit Cissé? Ah, ils l'ont déjà mis. Ça, ils me font plaisir. Je pense que je vais mettre Cresswell qui a marqué son premier petit but. Kalimundo, ouais. Moi, je mets ceux qui me paraissent, tu vois, ceux qui m'ont le plus plu. Non, Passo, c'est Sarr du côté de Strasbourg qui m'a aussi beaucoup plu.
Faut que je mette Soumaré, Leroux, ouais, Balerdi. Je vais peut-être passer à une défense à 3, non? Je pense que ça va être plus simple pour mon système, histoire de mettre ça. Marquinhos, ouais, bon là vous mettez, vous savez, c'est toujours délicat de mettre autant de joueurs partout sur tous les côtés. Je vais mettre Soumaré du Havre, qui a quand même fait un gros match. Buteur et passeur décisif. Ça me paraît important de le mettre. Marquinhos, ah ouais. Cresswell, c'était pas son premier but. Pardon. Confondu. J'ai peut-être trop, finalement... j'ai peut-être reculé quelqu'un. On va voir ça. Hop. Peut-être mettre un milieu supplémentaire. Ouais, Greenwood, j'avoue que c'est sûr que c'est comme Lacazette et Cherki, tu vois, il est impliqué sur 2 buts, mais il me manque un petit truc supplémentaire, tu vois. Peut-être que je suis trop exigeant avec lui. Non, moi je sais, ouais. Je vais tenter un truc parce que Caio Henrique, la passe pour Biret et même le match au global, j'ai bien aimé. Donc regardez, hop, on va faire une petite tactique comme ça. Ça va passer. Après, Balerdi, il a quand même été bon, hein, les gars. Si vous voulez, je peux mettre 4 centraux. Hein. On peut faire une tactique à l'ancienne. Hein. Ça n'aura pas trop de sens, hein, mais si vous voulez, on peut y aller. Il y a Machado qui fait 2 passes D, mais qui n'est pas récompensé. Qui sait qu'on pourrait mettre encore en avant. J'ai pas mis de Niçois. J'ai pas mis Niçois. J'ai bien aimé Melvin Bard, j'ai bien aimé Klose, Santamaria et Guessant. Peut-être mettre un Melvin Bard quelque part, non? Pour avoir un peu plus d'équilibre, je sais pas. Et Melvin Bard n'est évidemment pas attaquant, hein. C'est juste la configuration de match qui m'oblige à ça. Hop. Non, attends, mais je vais faire oh là là, oh, je vais me régaler, les gars. Le 3-5-2 qui arrive, mais bien sûr. Regardez-moi ça. Hop, je peux même bouger mes petits bonhommes. Bah voilà. Pas de Louis Leroux qui t'a fait remonter 1,10 million. Ah, peut-être. Ouais, c'est vrai que le match de Leroux est très très bon. Ouais, c'est vraiment, comme d'habitude, hein, un choix un dilemme de riche dans cette Ligue 1 où il y a autant de talent. Donc on récapitule: Petrovic, Chocage, Balerdi, Cresswell, Sarr, Désiré Doué, Bard, Doué, Cissé, João Neves, Henrique, et Soumaré, Mika Biret. Pas mal comme petite équipe. Honnêtement, on peut voyager tranquille avec ça. Bon les amis, je vais vous laisser sur ce. Il est l'heure pour moi de me rentrer, d'aller me reposer. Demain, on a bien sûr le bon petit programme avec hors-jeu toute l'équipe. Bruce, Braque, Canto. Ça va être bien sympathique de se retrouver avec en plus preview Ligue des Champions, revenir sur ce qui est passé en Italie, en Espagne, la FA Cup, la Bundes, et se tourner petit à petit vers la coupe aux grandes oreilles. Merci à vous d'avoir suivi ce live, ma foi très nocturne. Ça me fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Comme toujours, c'est mis en replay sur YouTube, sur la chaîne Scipionista. Pareil, les dérus de Scipion pour tout ce qui est Apple Podcast, Deezer, Spotify. Et puis moi, je vous dis à très vite. Je pense qu'il y aura un débrief LDC, sans doute mercredi soir après le PSG Liverpool. Bonne soirée les potes, salut, à très vite.